Bonsoir à vous tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la CCI pour ce rendez-vous de l'économie sur l'évolution des marchés publics. Ce sujet va vous concerner et va concerner toutes les entreprises désireuses de répondre à la commande publique dans un peu plus d'un mois. En effet, au 1er janvier 2020, de nouvelles règles entreront en vigueur. Elles visent la simplification et un meilleur accès au marché public, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Les entrepreneurs sont en constante recherche de nouveaux clients et l'administration, les établissements publics, les collectivités sont pourvoyeurs d'activités à condition que la trop grande complexité des règles ou la taille des marchés ne décourage pas les plus petites structures. La délibération numéro 424 portant réglementation des marchés publics adoptée par le Congrès le 20 mars 2019 devra remédier dès le 1er janvier aux principaux freins, on l'espère. Pour vous présenter cette nouvelle réglementation, nous avons le plaisir d'accueillir M. Jean-Marc Perry, responsable du Bureau Assistance et Réglementation du Service des achats et marchés de la Direction des achats, du patrimoine et des moyens de la Nouvelle-Calédonie. Monsieur Perry, ce soir, à la CCI, dans le cadre d'un partenariat avec le gouvernement pour informer et accompagner les entreprises dans ces évolutions. C'est un dispositif complet que nous avons mis en place conjointement, avec notamment des ateliers gratuits d'information qui permettront d'entrer davantage dans les détails. Le premier, je vous le dis maintenant, a lieu demain midi et il reste encore des places si vous souhaitez y participer. Avec des guides et fiches pratiques et des formations plus approfondies, les informations pratiques vous seront précisées à la fin. Alors, je cède sans plus tarder justement la parole à M. Perry et je vous souhaite tous une très bonne soirée. Merci. Merci, Madame Segoy. Et donc, bonsoir à tous. Je suis content d'être avec vous ce soir. Nous allons donc évoquer cette nouvelle réglementation des marchés publics. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques rappels conceptuels et historiques. Qu'est-ce que c'est un marché public? C'est un contrat qui arrive lorsque une administration publique a des besoins et qu'elle veut satisfaire ses besoins par des opérateurs économiques, c'est-à-dire qui sont situés dans le marché au sens de système économique avec des acheteurs, des vendeurs, l'offre, la demande, etc. Et c'est là que l'administration va conclure un marché public. Souvent, on dit qu'un marché public est très compliqué. Alors, j'aimerais prendre quelques minutes pour rappeler pourquoi un marché public est toujours très compliqué. Marché public, c'est de l'argent public. Ça veut dire que conformément aux principes constitutionnels d'égalité, de liberté, tout le monde a le droit de pouvoir accéder à un marché public. Donc il y a un principe de liberté d'accès à la commande publique, il y a un principe d'égalité de traitement des candidats, il y a un principe aussi de transparence des procédures, ce qui veut dire que dès lors qu'on parle de marché public, il faut mettre en compétition tous ceux qui ont le droit d'avoir accès à ce marché public. Parce que tout le monde a le droit d'y avoir accès, il y a seulement deux conditions. La première, c'est d'avoir les capacités pour le faire, de montrer qu'on a les capacités. Et la deuxième, évidemment, c'est d'avoir la meilleure offre par rapport à tous les autres qui candidatent à ce marché public. Et rien que quand on dit ça, ça veut dire qu'il faut instaurer des règles pour la compétition, il faut les écrire, il faut définir exactement ce qu'on veut. Il ne s'agit pas de changer d'avis une fois que le marché est en train d'être exécuté. Il faut prévoir des commissions qui vont veiller au fait que les chances de tous soient préservées dans l'analyse des capacités, l'analyse des offres. Des procès-verbaux qui vont permettre de reconstituer la procédure pour dire on a bien respecté les règles, tout le monde a été traité à égalité, les analyses ont été faites conformément aux règles du jeu. Vous comprenez que c'est pour ça que c'est très compliqué. Et une fois qu'on a passé le marché public avec le gagnant, on est très content de commencer l'exécution, mais là encore, il s'agit d'argent public. Donc, il va falloir garantir que l'argent qui soit payé corresponde vraiment à ce qui a été exécuté. Pour éviter qu'il y ait des accidents en parcours, il y a des garanties financières qu'on va exiger aux entreprises parce qu'il faut qu'on soit sûr que l'argent public soit protégé. Et une fois que le marché se déroule, eh bien, si on change d'avis, si on veut modifier quelque chose,
il faut toujours se poser la question, est-ce que si on avait fait ce changement au tout début de la procédure, le résultat de la compétition initiale n'aurait pas été changé? Donc, du début jusqu'à la fin d'un marché public, tout est très compliqué par rapport à cette gestion de l'argent public. Donc, cette délibération qui vient qui a été adoptée en début d'année 2019 par le Congrès, vise à simplifier la réglementation, parce qu'un marché public, de toute façon, c'est très compliqué. Mais l'idée, donc, c'est le rappel historique que je vais faire, c'est que depuis 2016, et ça a duré pendant 2 ans, l'ensemble des collectivités publiques se sont concertées, ont fait un groupe de travail, et l'idée, c'était de dire, il y a une réglementation, bien sûr, mais comment faire pour la simplifier au maximum? Pour quel objectif? C'est pour simplifier l'accès, pour permettre à plus d'opérateurs économiques d'avoir accès à la commande publique, pour faciliter les procédures, tout en garantissant la transparence et la traçabilité des procédures. Mais je salue encore une fois, le travail de ce groupe de travail avec toutes les collectivités, qui a été parachevé par une confrontation avec les souhaits du secteur privé, des opérateurs économiques privés, y compris la CCI. Et finalement, on a maintenant un arsenal réglementaire beaucoup plus performant en termes d'accessibilité. Donc c'est le sujet de notre présentation ce soir. Et dans ce tour d'horizon que nous allons avoir sur cette délibération qui va entrer en vigueur le 1er janvier 2020, nous allons voir les principales modifications à travers 3 phases critiques de la vie d'un marché. Alors juste avant de continuer, cette délibération, en fait, pour ceux qui connaissent la délibération qui est en vigueur actuellement, la délibération 136 du 1er mars 1967, donc vous voyez, ça faisait plus de 50 ans qu'elle existait, on a repris la même trame, mais on a simplement ajouté, supprimé, fluidifié là où on pouvait. Et donc, pour ceux qui sont habitués, on a gardé les mêmes choses, les mêmes réflexes, les mêmes endroits. Mais vous allez voir qu'on a simplifié au maximum et qu'on a essayé de faire en sorte que les opérateurs économiques que vous êtes aient plus envie de venir soumissionner au marché public. Donc, première chose, en amont de l'appel d'offres, donc c'est là qu'a lieu la définition des besoins, parce qu'un marché public, c'est avant tout une bonne définition des besoins, de quoi l'administration a besoin. Eh bien, souvent, ce qui se passait, c'est que l'administration disait « j'ai tel et tel besoin » et je lance un appel d'offres. Et on s'aperçoit que les offres ne correspondent pas vraiment à nos besoins. Souvent, on peut dire que c'est les entreprises qui ont mal compris le besoin, mais en réalité, il arrive souvent que ce soit les besoins qui soient mal dimensionnés, mal calibrés par rapport à l'offre des opérateurs économiques. Donc, dans le nouveau texte, on indique clairement que l'acheteur public peut faire des consultations, des études de marché, solliciter des avis auprès des opérateurs économiques, en gros se renseigner, et c'est ce qui est sur l'écran, c'est faire du sourcing, c'est-à-dire aller voir ce qui se passe dans le monde réel des entreprises pour mieux calibrer ses besoins. Donc les principes, c'est qu'on peut faire des consultations, des études de marché, solliciter des avis, mais bien sûr, il ne faut pas violer les principes de la commande publique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que lors des consultations des opérateurs, on puisse se focaliser sur des solutions techniques qui sont propres à certains opérateurs, de sorte que justement, lors de l'appel d'offres, les autres opérateurs ne puissent pas répondre. Donc toujours cet état d'esprit de conserver à tout moment le fait de préserver ces principes d'égalité de traitement et de liberté d'accès à la commande publique. Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire que les entreprises, vous avez bien sûr la possibilité d'aller voir directement les administrations en disant « voilà ce que j'offre, voilà les prestations que j'offre, voilà ce que je fais d'habitude ». Et les administrations sont non seulement, elles peuvent le faire maintenant, mais on les encourage à se renseigner, à écouter ce qui se passe dans le monde économique pour que la définition des besoins soit le plus en adéquation avec le maximum d'opérateurs économiques. Parce que lorsque le besoin est bien calibré, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'opérateurs économiques qui peuvent soumissionner. L'avantage pour l'administration, c'est que la concurrence est meilleure. Ça veut dire qu'on risque d'avoir des meilleurs prix, donc une meilleure gestion de l'argent public. De l'autre côté, ça veut dire que les opérateurs ont plus de chances d'avoir accès à la commande publique. Donc l'objectif, c'est de sonder le milieu économique et aussi d'informer les opérateurs sur les nouveaux projets. Donc en pratique, ça veut dire que vous êtes invité à vous exprimer. En pratique, soit vous y allez
directement au niveau des administrations, vous présentez vos activités, vos façons de faire, etc. Soit l'administration elle-même va organiser cette consultation, par exemple en publiant un avis d'information dans la presse, en disant il y a un nouveau marché qui va bientôt être lancé sur tel sujet. On invite tous les opérateurs économiques du domaine à une réunion publique où on va indiquer à peu près ce qui va se passer et on va vous demander de vous exprimer sur vos méthodes, vos façons de faire, vos innovations éventuellement, et ainsi de suite. Comme ça, dans ce genre d'avis public, tout le monde est au courant, égalité de traitement, tout le monde peut avoir accès à cette information, et l'administration reçoit les informations du secteur privé. Il y a une variante à cette méthode, c'est de faire toujours un avis public, mais plutôt de déposer un dossier où chaque opérateur économique sera consulté directement, parce que l'inconvénient d'une réunion publique, c'est qu'un opérateur économique ne va pas dire et dévoiler toutes ses stratégies commerciales devant les concurrents. Donc on peut aussi avoir recours à cette méthode où il y a un rendez-vous avec chaque opérateur économique, avec des questions qui sont les mêmes, avec des réponses écrites et un compte-rendu de qui était là, qu'est-ce qui a été dit, quels sont les documents échangés, et toujours dans le fait que l'administration se positionne en questionnement et en réception de réponses, pas en indication d'informations privilégiées envers tel ou tel opérateur économique. Donc ce que je vous dis, c'est dirigé envers le monde économique, mais lorsque je fais des ateliers pour les collectivités publiques, je leur dis la même chose. C'est important que ce sourcing qui a une vertu, celle de mieux adapter la demande de l'administration, ne soit pas détourné et ne contrevienne pas au principe de la commande publique. Le seul service administratif aujourd'hui spécialisé dans cette démarche de sourcing, c'est le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, c'est au niveau du service achat et marché. Donc si vous avez des questions plus précises par rapport à ça, nous sommes disponibles pour recevoir ces questions. En tout cas, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s'est engagé dans une démarche dans tous ses besoins, de bien préciser le cahier des charges, bien définir ses besoins, d'aller voir au niveau des opérateurs économiques qu'est-ce qui se pratique. Le dernier exemple en date, c'est pour la maintenance des véhicules automobiles, où il y a eu un avis public, où il y a eu des réunions publiques, où les garagistes ont été invités à s'exprimer, à communiquer leurs pratiques. Et je peux vous dire qu'en interne, je suis chargé de la rédaction des marchés, avec mes collègues qui s'occupent du sourcing. Le marché qu'on avait commencé à rédiger, une fois que la réunion avec les garagistes a été terminée, il y a la moitié qu'on a jeté à la poubelle parce que ça ne correspondait pas du tout à la façon dont les opérateurs allaient répondre. Donc c'est vraiment une démarche vertueuse, on encourage les collectivités à le faire, mais on encourage aussi les entreprises à ne pas hésiter à venir vers les administrations, à demander ce type d'action. C'est ça qui va permettre à chacun d'avoir mieux accès à la commande publique. La deuxième chose importante lorsque nous sommes dans la partie avant de lancer l'appel d'offres, c'est un principe nouveau qui a été voté donc dans la nouvelle délibération, c'est l'allotissement obligatoire. Le principe, c'est lorsque, dans les besoins exprimés par l'administration, on peut distinguer les prestations. Alors le texte précise des critères de distinction, c'est lorsqu'il y a une distinction de nature, de technicité propre, de modalité de mise en œuvre, de lieu de réalisation géographique ou par leur autonomie de gestion de pilotage. Lorsque les prestations donc, peuvent être distinguées suivant ces différents critères, l'administration est obligée de faire des lots qui correspondent à ces prestations distinctes. Donc un marché, une fois qu'on a fait ces lots, on peut passer soit à un marché distinct pour chaque lot, ou regrouper tous les lots qui ont fait l'objet de cette mise en concurrence dans un seul marché unique. Donc classiquement, si on fait par exemple un appel d'offres pour du nettoyage, avec plusieurs immeubles répartis dans la Calédonie, on peut faire un lot pour les immeubles à nettoyer situés dans telle ou telle commune. Et une fois qu'on passe les marchés, en général, puis si les marchés ont été attribués, les lots ont été attribués à des entreprises différentes, ce sera des marchés séparés. On peut aussi, mais là ça devient une obligation, avant ce n'était pas le cas, on peut aussi avoir un allotissement pour la construction d'un bâtiment, par corps de métier. Donc il y aura un lot fondation, un lot gros œuvre, etc., comme d'habitude d'ailleurs.
Et une fois qu'on a déterminé qui était le gagnant pour chacun des lots, on peut regrouper tous ces lots dans un marché unique qui va permettre de mieux gérer le chantier. Donc ce sont des procédures et des pratiques qui existaient déjà. La différence, c'est que réglementairement, ce sera obligatoire de distinguer par lot dès lors que les prestations peuvent être distinguées. La seule exception, c'est que lorsqu'il s'agit de travaux qui concourent à un même objet, lorsque le montant global est inférieur à 50 millions hors taxes, on peut se permettre de ne pas allotir. Donc uniquement dans le cas des travaux, l'idée c'est que faire un tout petit bâtiment avec beaucoup de lots, c'est bien trop compliqué. Donc on peut faire intervenir une entreprise générale. Mais c'est vraiment lié qu'aux travaux. Tout ce qui est service, fourniture, il y a ce principe d'allotissement qui se fait obligatoirement. Donc ce qui fait que aujourd'hui, plus qu'avant, enfin à partir du 1er janvier 2020, plus qu'avant, les lots vont foisonner dans tous les marchés publics. Donc c'est vraiment fait pour les petites et moyennes entreprises, pour qu'elles aient un accès beaucoup plus intéressant et beaucoup plus direct à la commande publique. Donc n'hésitez pas à regarder tous les appels d'offres à partir du 1er janvier. Ce que je n'ai pas dit, c'est que cette nouvelle réglementation concerne le lancement de la consultation. Donc lancement de la consultation avant le 1er janvier, toujours sous le régime de l'ancienne délibération. Lancement de la consultation après le 1er janvier, nouvelle délibération. Ensuite, lorsque nous parlons toujours de la mise en forme de la consultation, il est possible, et là je dis bien il est possible, en fait tout ce que je vous expose aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités nouvelles, et là ces entreprises n'ont pas une mainmise directement sur cette possibilité, ce sont bien les administrations qui ont ces possibilités. Donc ça veut dire qu'il y a des administrations qui peuvent continuer comme avant. Donc là, il y a une possibilité concernant tout ce qui concerne l'insertion sociale ou professionnelle. Dans les principes, il est possible de réserver 30% du montant d'une opération aux structures d'insertion par le travail et aux entreprises de moins de 15 salariés. Donc c'est une décision de chaque collectivité, de chaque établissement public. Si elle souhaite s'investir dans l'ouverture sur l'insertion sociale et professionnelle ou aux entreprises de moins de 15 salariés, elles peuvent réserver certains lots ou certaines parties de lots ou certains marchés dans la limite de 30% de l'ensemble de l'opération à ce type de structure. J'aime bien poser des questions. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi on a limité à 30% seulement ? Je vous embête un petit peu exprès. Pourquoi on n'a pas mis, on peut réserver 100% de l'opération ? Oui. La raison simple, en fait, c'est que si on réserve 100% aux entreprises de moins de 4 salariés, par exemple, les autres entreprises seraient privées de l'accès à la commande publique. Donc c'est un équilibre entre l'accès plus ouvert aux petites entreprises et la non-interdiction d'accès quand même aux autres grandes entreprises. Donc on a toujours cette égalité de traitement et ce libre accès à la commande publique. C'est pour ça qu'on a un chiffre comme ça. Nous avons aussi comme principe que nous pouvons indiquer dans les critères de jugement des offres des considérations relatives au domaine social ou à l'emploi. Ça veut dire qu'on peut mettre dans un critère d'appel d'offres que la performance d'insertion sociale professionnelle au travers d'un mémoire donné par l'entreprise où elle va employer 10 personnes ou 15 personnes ou 5 personnes, il y aura plus de points dans le jugement des offres. On peut indiquer ça. Donc les objectifs, c'est susciter des collaborations avec les acteurs de l'insertion. Évidemment, comme on vient de le signaler, c'est pas facile d'intégrer les acteurs de l'insertion dans les marchés publics. Les acteurs de l'insertion eux-mêmes ont été sensibilisés sur le fait qu'elles doivent s'organiser en termes de communication aux entreprises. Eh bien, des personnels et de l'emploi qui peuvent être sollicités pour les marchés publics. Donc il y a un sourcing qui doit être fait aussi au niveau de ces acteurs-là pour que les entreprises qui répondent au marché puissent savoir sur quels acteurs elles peuvent s'appuyer lorsqu'il y a des critères de ce type-là. Ça veut dire qu'il y a une anticipation à avoir, c'est bien de se renseigner pour savoir qui fait de l'insertion, quelles entreprises adaptées peuvent fournir des employés, quelles agences d'intérim peuvent fournir ce genre de personnel. Donc il y a des anticipations à faire avant même les appels d'offres.
Évidemment, lorsqu'on réserve des marchés à des entreprises de moins de 15 salariés, ça veut dire qu'on peut très bien avoir un marché très gros où on réserve quand même aux petites entreprises, qui nécessitent donc à ces petites entreprises de se grouper entre elles pour répondre à ces gros marchés-là. Donc, encore une fois, informez-vous sur les acteurs de l'insertion. Les principaux sont là, hein, c'est l'APE, bien sûr, la MIGE, les associations. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on peut très bien mettre dans le marché lui-même des critères d'exécution. C'est-à-dire qu'on peut dire dans le marché, il y a 1000 heures qui seront exécutées forcément par un personnel éloigné de l'emploi, agréé par telle et telle structure officielle, ou par une structure d'insertion sous-traitant. Donc voilà donc un troisième sujet sur la mise en forme des appels d'offres. Maintenant, une nouveauté totale, les marchés multititulaires. Dans le principe juridique aujourd'hui, on a un besoin, on fait un appel d'offres, il y a un gagnant, et donc on est lié à ce gagnant pour répondre à nos besoins. Dès qu'on a besoin, on passe commande à ce titulaire de marché. Lorsqu'on parle par exemple d'approvisionnement en fourniture, approvisionnement récurrent, par exemple fourniture de bureaux, fourniture d'ordinateurs, etc., il peut arriver qu'on ait donc un titulaire de marché de fourniture d'ordinateurs, et comme par hasard, on a besoin de 30 ordinateurs tout de suite, et le titulaire dit « mais moi, je n'ai pas les 30 ordinateurs dont vous avez besoin spécifiés dans le marché, j'en ai que 20 ». Donc là, ça complique, pénalité, retard, etc. L'idée, c'est quoi? C'est que pour certains types de prestations récurrentes, on peut passer des marchés avec plusieurs titulaires à la fois. Ce qui veut dire que si un titulaire n'a pas la disponibilité ou le stock nécessaire, on s'adresse à un deuxième titulaire. Ce qui veut dire que la mise en compétition, elle aboutit non pas sur un seul gagnant, mais sur un gagnant, deux gagnants, même trois gagnants si on veut. L'idée, c'est que la sécurisation des approvisionnements est mieux assurée. Et encore une fois, l'accès à la commande publique est élargi, puisqu'il n'y a pas seulement un gagnant, il y en a trois ou deux. Donc c'est une nouveauté juridique qui n'existait pas auparavant, qui est courant en métropole depuis plusieurs années, donc on a repris dans cette nouvelle délibération. Donc c'est plutôt pour des prestations récurrentes. Donc en général, c'est ce qu'on appelle un marché à bande commande. C'est un marché sur plusieurs années, d'ailleurs qui va jusqu'à 4 ans. Pendant 4 ans, un titulaire de marché l'administration peut avoir recours à lui dès lors que l'administration a besoin de se fournir, d'avoir un service, d'avoir un ordinateur, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le marché à bande commande. Il y a aussi un nouveau type de marché qui s'appelle un marché cadre. Alors qu'est-ce que c'est le marché cadre? Vous avez aussi plusieurs gagnants à la fin de l'appel d'offres, mais les prix sont plafonnés et à chaque fois qu'il y a un besoin, on reconsulte de nouveau les titulaires de ce qu'on appelle le marché cadre. C'est très intéressant lorsque vous avez des fournitures qui fluctuent beaucoup dans le temps en termes de qualité, en termes de prix. L'exemple typique, c'est donc 3 fournisseurs d'ordinateurs. Donc je passe le marché aujourd'hui, un marché cadre avec 3 fournisseurs d'ordinateurs. Dans 6 mois, vous savez comment ça évolue vite, je reconsulte les 3 en disant voilà les spécifications minimales, et les 3 peuvent fournir 3 devis rapidement, qui ne passent pas dans toute la procédure habituelle d'un marché public, donc c'est très rapide. Elles peuvent optimiser leurs coûts, tenir compte des dernières évolutions en termes de fourniture à l'international, et remporter chaque commande. Donc ce qui fait qu'il y a une optimisation continue de la commande au niveau de la gestion des données publiques pendant 3-4 ans, et en même temps, à chaque reconsultation, les 3 titulaires, eh bien, chacun peut gagner la commande. Alors que dans le premier type de marché à bande commande, en général, c'est d'abord le premier, celui qui était classé le premier, à qui on s'adresse. S'il n'a pas le stock ou la fourniture, on s'adresse au deuxième. Mais le premier a quand même une préférence, il était classé premier. Dans le cas des marchés cadres, on a bien pris 3 titulaires différents, mais à chaque fois, ils sont remis en compétition. Donc ça permet d'optimiser et d'être encore plus compétitif. Dans les deux cas, l'objectif, c'est une meilleure distribution de la commande publique et la sécurisation des contrats, puisque ça peut aller jusqu'à 4 ans, et même au-delà de 4 ans dans certains cas. Maintenant, au stade de l'appel d'offres. Les principes de l'appel d'offres dans la nouvelle délibération, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes obligé de publier dans la presse votre appel d'offres,
Et éventuellement, vous pouvez être obligé aussi de publier sur une plateforme dématérialisée. Dans la nouvelle alimentation, l'administration a le choix entre les deux, en fait. Elle a le choix de le faire dans la presse ou uniquement par voie dématérialisée. Donc évidemment, le conseil immédiat pour vous, c'est de vous brancher tout de suite sur les deux plateformes de publication des marchés publics qui existent sur le territoire. La plateforme du gouvernement, donc c'est marchépublic.nc, et la plateforme de la province Nord, donc marchépublic-province-nord.nc. Donc si vous vous inscrivez dessus, et la CCI a des ateliers pour bien maîtriser donc, la manipulation de ces deux plateformes, eh bien, vous êtes sûr d'être informé dès lors qu'il y a une publication qui sort d'un appel d'offres. Ensuite, les principes nouveaux pour un appel d'offres, c'est qu'il est obligatoire de préciser les critères de jugement des offres. Souvent, on utilise le critère prix, en disant il y a un critère prix avec une pondération. 50% de la note des offres sera sur le prix. Il y a une formule mathématique. Et puis 50% de la note qui sera attribuée à chacune des offres, c'est la valeur technique. Et souvent, on ne précise pas comment va être notée cette valeur technique. Donc 50 points qui peuvent être perçus comme subjectifs, qui peuvent être perçus lors de l'analyse d'offres comme assez subjectifs. Donc dès lors que nous avons des critères et des sous-critères, donc des détails, nous sommes obligés de préciser dans le règlement quels sont ces sous-critères, ainsi que leur pondération. Donc valeur technique 50 points, on est obligé de dire moyen humain 15 points, moyen technique 15 points, méthodologie 20 points, etc. On doit tout détailler, les règles du jeu doivent être beaucoup plus précises qu'auparavant. Auparavant, c'était assez libre, assez flou. L'alimentation impose d'être beaucoup plus précis maintenant. L'argumentation impose aussi de préciser ce qu'on appelle le critère de l'offre inacceptable. Juridiquement, une offre inacceptable, c'est lorsque, tout simplement, elle est trop chère. Mais la question, elle est trop chère par rapport à quoi? Par rapport à une estimation interne à l'administration qui peut être remise en cause, trop chère par rapport à un budget qui est voté. Donc là, l'idée, c'est d'imposer dans les règlements que la règle du jeu est claire, on doit préciser quel est le seuil à partir duquel l'offre devient inacceptable. Par exemple, on peut dire une offre est inacceptable, donc jugée trop chère, donc éliminée, lorsqu'elle dépasse de plus de 20% l'estimation de l'administration, qui reste toujours confidentielle évidemment, mais qui doit être fixée avant le lancement d'appel d'offres, qui est répertorié dans les documents de l'administration. Donc, il n'y a pas de discussion à avoir. Dès lors que l'offre est supérieure à ce seuil, elle est éliminée. On peut aussi raisonner non pas sur l'estimation, parce que lorsqu'on parle par exemple de travaux, l'estimation, on peut dire qu'on la maîtrise à peu près. Les architectes, les bureaux d'études connaissent à peu près le prix des travaux. Si je parle par exemple d'un appel d'offres pour une étude sociologique, l'estimation d'une étude sociologique, c'est très compliqué. Donc là, le seuil n'est pas défini en fonction d'une estimation, mais en fonction des ressources financières réservées à ce marché. Donc dans un budget, on peut réserver 80 millions, et puis on dit le seuil d'offre inacceptable, c'est lorsque ça dépasse le montant des ressources financières allouées au marché, tout simplement, qui reste confidentiel, mais qui est bien tracé dans les documents de l'administration. De sorte que lorsqu'on passe en procédure devant une commission, tous ces éléments sont tracés, ce qui fait qu'il n'y a pas d'équivoque, et lorsque les offres sont trop chères, elles sont trop chères. La simplification aussi est de mise. Pour ceux qui ont déjà passé des marchés publics, répondu à des appels d'offres, vous avez le système de la double enveloppe. Première partie, la candidature. Deuxième partie, deuxième enveloppe, l'offre elle-même, financière et technique. Donc là, l'idée, ça a été de simplifier en disant il y a une seule enveloppe. Tous les éléments sont dans cette enveloppe. Pourquoi? Parce qu'en général, le système de la double enveloppe, ça faisait qu'il y avait des documents qui n'étaient pas placés dans la bonne enveloppe, donc on éliminait. Donc l'idée directrice, c'est vraiment de dire toutes les situations actuelles où on est obligé d'éliminer les entreprises sur des questions de forme, on simplifie au maximum. On ne doit plus éliminer des offres pour des questions de forme. Donc c'est une enveloppe unique. Évidemment, dedans, vous avez les éléments de candidature pour montrer la capacité, et vous avez aussi les éléments de l'offre elle-même. Et l'analyse se fait toujours dans le même ordre. On regarde d'abord les entreprises qui sont capables. Si elles sont capables, on regarde leur offre. Mais formellement, il y a une seule enveloppe.
Ça permet aussi d'économiser le temps, puisque les commissions, il y avait des commissions à plusieurs reprises pour la première et la deuxième. Là, en une seule commission, on dépouille tout, on regarde tout. Et ce qui est intéressant, c'est que dans tous les documents qu'il faut produire, le seul document obligatoire maintenant en termes de candidature, c'est la déclaration d'intention de soumissionner. Aujourd'hui, vous avez une déclaration d'intention de soumissionner, les références, les moyens humains, les moyens techniques, le plan de charge. Demain, c'est seulement si on a besoin de ces éléments pour apprécier les capacités des candidats qu'on les demande. En d'autres termes, si je fais un marché public pour acheter des stylos, aujourd'hui, je dois avoir tous ces documents-là, très compliqués à avoir. Demain, je peux très bien simplement dire c'est quoi vos moyens humains et quel est votre statut juridique. Est-ce que vous avez le droit de vendre des stylos? Et ça suffit. Donc ça simplifie beaucoup toute la partie candidature. En termes de simplification, on parle de droit à l'erreur. Ça veut dire que, encore une fois, si il manque des pièces dans les dossiers de candidature, dans les dossiers d'offres, si ces pièces ne concernent pas le prix, on ne peut pas le modifier une fois que les offres sont déposées, par mesure d'égalité avec les autres candidats. Si ça ne concerne pas le prix, le délai ou la spécificité technique de l'offre, toutes les autres pièces, on peut les redemander si elles ont été oubliées, si la signature a été faite par quelqu'un qui n'était pas habilité ou si la signature a été oubliée, on peut redemander, régulariser tout ça parce que ça n'impacte pas l'égalité de traitement avec les autres candidats. C'est simplement un accident de parcours formel. Alors c'est une possibilité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des collectivités qui peuvent imposer dans leur règlement « moi je veux une signature, s'il n'y a pas de signature, éliminer ». Si jamais il manque un seul document, éliminer. Elles peuvent toujours le faire. Mais la réglementation aujourd'hui dit c'est à l'administration de décider de la souplesse qu'elle a. Elle peut très bien être très souple ou rigide, comme c'est le cas aujourd'hui. Je crois que j'oublie quelque chose. Oui, j'oublie le thème de la signature électronique. Aujourd'hui, vous devez avoir une signature électronique sécurisée pour déposer une offre électronique. Donc, la réglementation a effacé cette obligation aussi. C'est-à-dire que vous pouvez déposer des offres électroniques directement sur la plateforme de publication des marchés sans signature sécurisée. Sauf si l'administration demande explicitement une signature sécurisée. Oui ? Alors, on a des présentations depuis plus d'un an maintenant sur tous ces sujets. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on met en avant pour les administrations le fait que soit on continue avec des règles très rigides, ce qui fait que, moi j'ai déjà participé à des commissions d'appel d'offres où on a 9 offres, 9 opérateurs économiques. Il y en a un, il a oublié un petit document, écarté. Le deuxième, c'est son sous-traitant qui a oublié le petit document, écarté. À la fin, les 9 sont écartés. Donc, ce qu'on met en avant devant les administrations, c'est soit on est très rigide, donc on perd tous beaucoup de temps parce que c'est tellement rigide qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Le mieux, c'est encore lorsqu'il y a 9 opérateurs économiques qui soumissionnent, les 8 sont écartés pour des motifs de forme. Le dernier, c'est le plus cher, 2 fois plus cher que ce qu'on connaît du marché. Donc, le message qu'on fait à toutes les administrations, c'est vous avez intérêt à pratiquer ces simplifications pour maximiser les réponses et avoir plus de concurrence. Parce qu'à la fin, c'est l'argent public qui est mieux géré, tout simplement. L'argent public en termes d'offres, mais aussi l'argent public en termes de temps dépensé par les agents administratifs, les élus, etc. etc. C'est bien ça le message qu'on fait passer. Et ce soir, c'est bien le message qu'on fait passer, c'est la réglementation permet de faire ça. Donc on espère évidemment que les administrations vont le faire, donc venez dans les appels d'offres. Et on espère effectivement qu'elles vont se saisir de ces nouvelles possibilités. C'est bien le but. Donc, deux choses que j'ai oublié de préciser, c'est que il est possible, lorsque ce sera le cas un jour, il sera possible que le règlement dise pour produire vos documents, par exemple vos documents CAFAT, eh bien, il suffira d'indiquer un lien pour aller directement consulter sur le site de la CAFAT.
C'est un exemple, hein, ça n'existe pas encore. Mais la réglementation permet déjà ce type de simplification. Au lieu de produire le document, si on peut aller directement à la source, on peut le faire. Donc j'espère que ce sera opérationnel bientôt sur tout ce qui est possible. Oui ? Merci de prendre un micro quand vous parlez, parce que sinon la salle n'entend pas. Oui, alors juste une petite suggestion. Moi, ce que j'ai pu pratiquer en métropole, c'est qu'on on donnait accès aux entreprises un lien. Alors, je ne sais plus exactement quels étaient les sites, etc. Mais elles pouvaient intégrer tous leurs documents, on va dire administratifs. Et puis nous, l'administration, on avait accès à ces documents automatiquement. Donc, elle échangeait. Donc, vous dites alors le RIDET ici. Donc, on avait accès au RIDET, etc. Et une fois qu'il fallait le remettre à jour, les entreprises avaient accès à cette base de données. Et puis nous, l'administration, on n'avait plus besoin à chaque appel d'offres de redemander tous ces documents, en fait. Donc je ne sais pas si ça se pratique ici en Nouvelle-Calédonie, mais... Alors ça se pratique pas encore de manière opérationnelle, mais le texte permet toutes ces choses-là. Après, il faut que les acteurs donc, concernés mettent en place tous ces systèmes. Donc il y a la cellule économie numérique du gouvernement qui travaille dessus, et aussi d'autres opérateurs publics qui essayent de mettre en place ce genre de choses. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas encore le cas. La réglementation, en tout cas, a une assise déjà juridique pour ce type de simplification. Alors maintenant, une fois que le marché a été passé, voilà, c'est déjà un gros morceau, on a passé toutes les procédures, on s'est assuré que tout a été bien fait, que le gagnant devait bien gagner, etc. L'exécution des marchés maintenant. Alors, la critique systématique tout à fait légitime de beaucoup d'entrepreneurs et de beaucoup d'opérateurs économiques, c'est je donne ma facture à l'administration par rapport à mon marché et je ne sais pas ce qui lui arrive. J'ai un relevé de compte qui me dit que j'ai reçu un paiement de l'administration, mais je ne sais plus trop de quoi il s'agit, je ne sais plus c'était quand. Donc l'idée, c'est que là, ce ne sont pas les collectivités qui ont demandé ça, c'est le gouvernement de la Calédonie qui a imposé, sur demande des organisations représentatives des opérateurs économiques privés, d'avoir une meilleure information sur les paiements. Le principe, c'est qu'à partir du 1er juin 2020, tout titulaire d'un marché public qui dépose une facture à l'administration pour se faire payer reçoit automatiquement un récépissé qui précise, voilà, telle date, on a reçu donc votre facture référencée, etc. Donc elle a bien une preuve absolue, incontestable, qu'elle a donné une facture de tel montant pour tel marché, telle référence, etc. Et une fois que la facture rentre dans le système administratif, je vous ai parlé de la complexité de la gestion de l'argent public, il y a des vérifications, des revérifications, et ainsi de suite. Ça met un temps certain. Une fois que c'est fait, une fois que tout le monde est sûr que on paye vraiment ce qui a été exécuté, que ça correspond au montant du marché, au franc prêt, etc., on a ce qu'on appelle le mandatement. C'est-à-dire c'est l'ordre de l'administration qui est donné au comptable public de payer. Alors ce mandat-là, la nouvelle réglementation impose qu'on informe le titulaire du marché du moment où le mandat a été émis avec ses références, de quelle facture il s'agissait, de quel montant, dans quelle date. Donc c'est le petit schéma qui est en dessous. Donc l'entreprise est là, titulaire du marché, elle dépose sa facture, il y a un récépissé automatisé qui est émis par l'acheteur public. Donc c'est tous les acheteurs publics, les établissements publics, les collectivités, les communes, etc. Une fois que le traitement de la facture est fait en interne, le mandat est émis, donc c'est l'ordre de payer la facture au comptable public. Et en même temps que ce mandat est émis, il y a une information qui retourne vers l'entreprise titulaire. Le comptable public, en général, au bout de 7 à 15 jours, va payer réellement sur le compte. Ce qui fait qu'au terme de cette nouvelle réglementation, tout titulaire de marché public sait exactement quand est-ce qu'il a déposé sa facture. Il sait aussi lorsque le mandat est émis, ça veut dire que quand il reçoit cette information, il sait que dans une ou 2 semaines, ça va arriver sur son compte. Il sait aussi, en faisant la différence entre ces deux dates,
que le délai de mandatement qui est de 30 jours a été respecté ou pas. Et si jamais ce délai de mandatement qui est laissé à l'administration, qui est de 30 jours, limité à 30 jours, est dépassé, il y a ce qu'on appelle des intérêts moratoires pour compenser justement le retard de mandatement. Donc, dès le 1er janvier, les titulaires de marché passés sous le régime de la nouvelle réglementation vont avoir cette information de mandat. Et à partir du 1er juin, il y aura un système de récépissé automatisé. Alors pourquoi c'est pas en même temps en janvier? C'est parce qu'il fallait le temps de mettre en place ces systèmes de récépissé automatisé. C'est pas si simple à mettre en place. Et il y a des concertations en cours avec plusieurs collectivités pour conjuguer leurs efforts et faire des plateformes centralisées où plusieurs acheteurs publics s'investissent et en une centralisation de ce système. Parce que c'est compliqué d'avoir des systèmes pour chaque collectivité, chaque acheteur public. C'est pour ça qu'il y a ce petit différé dans le temps. Donc le mandatement, le principe, le délai de mandatement est de 30 jours. Si jamais ce délai est dépassé, il y a un taux qui est appliqué, qui est le taux légal en vigueur pour le commerce, plus 4 points lorsqu'on dépasse le délai. Ça a été augmenté puisque dans l'ancienne réglementation, c'était plus 2 points. Pour mémoire, en métropole, c'est plus 8 points. Donc on est passé de plus 2 à plus 4. Question? Oui, excuse-moi Jean. Donc tu évoquais à l'instant, excuse-moi, je reviens en arrière puisqu'on vient de me donner juste à l'instant le micro. Donc tu évoquais effectivement ce dispositif qui va être mis en place pour le suivi du mandatement des factures. Donc tu évoques l'idée d'une espèce de plateforme commune qui va être mise en place. Ma question est la suivante, elle avance cette plateforme? Oui, elle avance. D'ailleurs, il y a des communications en cours avec toutes les collectivités, les grandes collectivités, comme la ville de Nouméa, par exemple, où on invite à conjuguer les efforts de nos services financiers et informatiques, parce qu'encore une fois, c'est pas si simple à faire, pour pouvoir avoir une synergie et puis un choix des meilleures méthodes, des meilleurs efforts, pour arriver au but. Juin 2020, c'est dans 6 mois, quoi. Tout à fait. Pour information, justement, merci. La province sud, le gouvernement, on a déjà avancé sur le travail, mais l'idée, c'est de mutualiser le système. Ça figure expressément dans le texte, en fait, puisque les acheteurs publics sont tenus soit de mettre en place ce système, soit d'adhérer à un système de ce type-là. En fait, on est sur la même configuration que pour la plateforme de publication des marchés. Aujourd'hui, il n'y a bien que deux plateformes. Et les communes, les collectivités, les administrations publiques adhèrent à l'une ou l'autre de ces plateformes et utilisent ces plateformes. Donc c'est un peu le même schéma qui est reproduit. Alors, dans l'exécution... Ah oui, il y a une question. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Ce matin, dans les assises des délais de paiement, on a eu une présentation de la part de Christopher Guigues, notamment sur le projet de loi de relance économique, où on parle justement d'une plateforme qui permettra de déposer sa facture, de la suivre, etc., et qui sera mutualisée pour la totalité des administrations. Donc justement, je voulais savoir un petit peu par rapport à cette plateforme de dépôt des factures pour la 424, comment ça s'aligne, comment ça se conjugue. Alors effectivement, ce principe a été rédigé dans le texte de la nouvelle délibération qui a été votée le 20 mars 2019. Donc c'est un principe pour les marchés publics qui a déjà été acté dans cette délibération depuis le 20 mars 2019. Ce matin, la communication est sur un plan encore plus large, il me semble, puisque c'est pas seulement les marchés publics, mais c'est toutes les factures. Là, on est bien dans un texte réglementaire qui régente uniquement les marchés publics. Les marchés publics, c'est lorsque vous avez un contrat avec l'administration qui est supérieur à 20 millions. Effectivement, l'idée, c'est d'aller encore plus loin. C'est un petit peu le sens du gouvernement actuel de maximiser ce type d'initiative, parce que effectivement, à l'époque, c'était pour les marchés, mais on ne voit pas pourquoi on va restreindre uniquement aux marchés. Effectivement, ce soir, je ne vous parle que de la réglementation des marchés. Mais il y a bien une idée de généraliser ce type d'initiative. Ah ben oui. Donc, les initiatives qu'on est en train de communiquer avec toutes les collectivités principales,
fait, le courrier, il est en train d'être signé. Il n'y a pas seulement cette plateforme de récépissé automatisée, il y a aussi l'idée d'une plateforme de publication unique pour tout le pays. Il y a aussi l'idée d'une plateforme de gestion des marchés totalement dématérialisée. Évidemment, ce ne sera pas au 1er juin, ce sera peut-être dans 2 ou 3 ans, mais l'idée, c'est de se lancer sur ce chantier pour, à terme, avoir vraiment une optimisation du fonctionnement des marchés et de toutes les commandes administratives. L'idée, c'est... puisqu'on est en train de préparer ça, allons-y jusqu'au bout, poussant tout ce que peut nous apporter la dématérialisation jusqu'au bout, en termes d'efficacité des paiements, d'efficacité de gestion des marchés publics et de la commande publique. Voilà. Évidemment, le grand défi, c'est pour ça que je parlais des services financiers respectifs, des services informatiques respectifs. Tout de suite, la technique, ça commence à être compliqué de mutualiser beaucoup de systèmes disparates. C'est le défi. L'idée, c'est qu'on y aille, qu'on lance le chantier. Oui. Au délai de mandatement de 30 jours, on n'avait pas 15 jours, je parle fort, on n'avait pas les 15 jours de contrôle de facture. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison de signaler ça. J'ai oublié de parler de ça. Effectivement, lorsqu'on parle de marché de travaux, normalement, un marché de travaux, il y a ce qu'on appelle un maître d'œuvre. En général, c'est un architecte ou un bureau d'études qui travaille pour l'administration et qui supervise le chantier, les travaux, et qui va certifier que les factures de travaux correspondent à ce qui a été réellement exécuté. Voilà, la dalle a été faite, dans la facture, il y a bien X mètres carrés de dalle. Donc, c'est le travail du maître d'œuvre. Dans la réglementation actuelle, dans la pratique actuelle, le délai de mandatement de 30 jours commence lorsque l'entreprise donne sa facture à cet intervenant tiers, prestataire de l'administration externe, donc un architecte typiquement. Donc, donne ça à l'architecte. L'architecte, en général, dans son contrat, il a 15 jours pour vérifier cette facture. Donc, on a abouti à la situation très compliquée suivante. L'architecte reçoit la facture, il a 15 jours pour la vérifier et la transmettre à l'administration. Donc, combien de temps a l'administration pour respecter son délai de mandatement de 30 jours? 30 moins 15. Alors, je peux vous assurer qu'à part quelques services très exceptionnellement performants, il est impossible de mandater une facture en 15 jours. Parce que les vérifications à faire, surtout quand on parle de travaux, c'est bien placé, les travaux, c'est des lignes, c'est des calculs très compliqués, les révisions de prix, les avances, les retenues de garantie, il y a toujours des erreurs partout, donc c'est impossible. Donc l'idée, c'était de dire, on ne peut pas reprocher à l'administration un délai de mandatement qui repose sur un prestataire externe. Donc la réglementation a modifié ça en disant le délai de mandatement, c'est la responsabilité de l'administration, c'est quand l'administration reçoit la facture, une fois que l'architecte l'a vérifié. Le délai de l'architecte lui-même étant maintenant plafonné par la réglementation à 15 jours. Auparavant, c'était 8 jours minimum, donc on a plafonné à 15 jours aussi. Et le contrat de l'architecte doit prévoir des sanctions financières lorsque la vérification traîne au-delà de ces 15 jours. Donc on a replacé chacun dans ses responsabilités. Effectivement, ça change un petit peu par rapport à aujourd'hui, mais on est vraiment dans la réalité des choses. Chacun ses responsabilités. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va continuer sur les mesures diverses et variées qui ont pour but de fluidifier l'exécution des marchés publics et aussi de simplifier financièrement et techniquement l'exécution des marchés. L'administration a la possibilité, pour favoriser la préparation des entreprises qui exécutent les marchés, d'octroyer des avances. Qu'est-ce que c'est qu'une avance dans un marché public? Lorsque on parle de marché public, on est bien en termes de gestion de deniers publics, on ne paye que ce qui a été exécuté. C'est-à-dire que l'entreprise a un marché, elle exécute une prestation, on constate qu'elle l'a fait, et là on peut payer le montant correspondant. Donc c'est ce qu'on appelle la règle du certifié, le service fait. Le service est fait, alors on peut payer. Évidemment, lorsque vous avez un gros chantier et que l'entreprise doit aller acheter du matériel, des camions, etc., c'est un peu compliqué de faire des gros investissements sans même avoir commencé à faire une dalle qui, elle, va pouvoir être payée. Donc le principe, c'est qu'on peut octroyer une avance qui consiste à donner de l'argent avant même que le service soit fait.
Mais évidemment, lorsqu'on donne de l'argent alors même que la dalle n'est pas encore coulée, le risque, c'est que l'argent il disparaisse. Donc, normalement, il y a toujours ce qu'on appelle une caution bancaire qui couvre le montant de cette avance. Et bien, la réglementation assouplit ce régime en disant une administration peut très bien dire je prends le risque sur des petits chantiers ou des petites prestations d'octroyer des avances pour favoriser la mise en place de tout ce qu'il y a à mettre en place par une petite entreprise qui n'a pas de gros moyens. Je lui donne une avance et je n'exige pas de caution en contrepartie. Ce qui veut dire évidemment que lorsqu'on vérifie les capacités lors de l'appel d'offres, les capacités des candidats, on s'assure que les candidats ont une assise financière solide. On peut leur demander leur chiffre d'affaires, on peut leur demander des paramètres de comptabilité pour vérifier qu'ils ont une assise solide. Donc il est possible maintenant de le faire. Mais c'est qu'une possibilité. L'idée, c'est qu'un maître d'ouvrage, un acheteur public qui veut encourager une relance économique, favoriser l'émergence de nouveaux opérateurs économiques plutôt modestes en termes de capacité d'investissement, ils octroient des avances sans caution en contrepartie. Bien sûr, l'idée, c'est que, comme je disais, on vérifie quand même ce qu'on fait avant. Ensuite, il y a en termes de marché public ce qu'on appelle des sûretés. Ça veut dire que alors ça se pratique lorsqu'il y a un délai de garantie en général. Lorsque vous avez un bâtiment qui est construit, vous avez une année pendant laquelle, si jamais le bâtiment a des petits problèmes, on est capable de rappeler l'entrepreneur pour réparer les petits défauts. Et si jamais il ne revient pas, eh bien, nous avons à notre disposition ce qu'on appelle une garantie financière, une sûreté, qui est constituée soit par une caution bancaire, soit par une retenue sur les factures. Donc, lorsque le chantier avance, on paye les factures et puis on retient un certain pourcentage des factures. Et si jamais, pendant le délai de garantie, il y a des problèmes, l'entrepreneur ne vient pas, eh bien, on utilise cette sûreté pour payer une autre entreprise et intervenir. Donc, vous voyez, l'idée, c'est vraiment de sécuriser l'investissement de l'argent public. Évidemment, le problème, c'est que aujourd'hui, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que lorsque vous intervenez dans un marché public, il faut constituer cette sûreté au début. Lorsque le marché public évolue, c'est-à-dire qu'on modifie le montant, on modifie les prestations, il faut encore recalculer le pourcentage. En général, c'est exprimé en pourcentage. En général, c'est 5% du marché. Il faut recalculer le nouveau montant et refaire des compléments de caution, refaire des compléments de retenue de garantie. Là, on a simplifié au maximum en disant que c'est 3% du montant initial du marché. C'est tout. Et si jamais le montant du marché évolue, eh bien, ça reste pareil. On ne modifie plus cette sûreté. Elle est constituée une fois pour toutes au début du marché, elle ne change plus. Ça simplifie et ça fait gagner du temps à tout le monde. Ensuite, aujourd'hui, ce qui existe déjà, c'est que les cautions bancaires au-delà de l'année de garantie sont automatiquement levées par la banque, c'est la réglementation. Lorsqu'il s'agit de retenue de garantie, c'est-à-dire ce qui a été retenu petit à petit sur les factures, le payeur public attend que l'administration lui dise « c'est bon, tu peux rembourser ces retenues de garantie ». Et là, les payeurs publics eux-mêmes, les comptables publics ont demandé à ce qu'il y ait une restitution automatique. Ils n'ont plus à attendre que l'administration leur fasse signe. Dès lors que le délai de garantie est terminé, la retenue de garantie est rendue automatiquement. Ensuite, nous avons pour la partie de la sous-traitance une simplification. C'est qu'aujourd'hui, lorsque vous devez faire intervenir un sous-traitant dans un marché, alors qu'est-ce que c'est un sous-traitant ? C'est que vous êtes titulaire du marché et vous faites intervenir une autre entreprise à votre place pour exécuter le marché. Donc ça, c'est un sous-traitant. Vous devez absolument faire accepter ce sous-traitant par l'administration, donner le montant qu'il va falloir payer à ce sous-traitant. Et au-dessus de 500 000 francs de montant sous-traité, eh bien, l'administration doit payer directement ce sous-traitant. La complication, c'est simplement que si la sous-traitance est inférieure à 500 000 francs, ben, ce n'est pas payé directement. C'est le titulaire qui paye au sous-traitant. Et si jamais on change de seuil, il y a un paiement direct, il y a un changement de régime. L'idée, simplement, pour aller court, c'est un peu compliqué, c'est que tous les sous-traitants peuvent être payés directement au premier franc. Si l'administration le souhaite, si les sous-traitants le souhaitent, on paye directement. Il n'y a plus de différence de procédure. Encore une fois, c'est pour simplifier les paiements. Lorsque vous avez une exécution de marché
qui nécessitent des suppléments. Aujourd'hui, on peut pas payer au-delà de, enfin, on peut pas aller au-delà de 15% d'augmentation du marché. Et ça pose problème. Vous pouvez avoir des chantiers, des gros chantiers de terrassement par exemple, où vous avez fait des travaux, vous avez fait votre marché, puis il y a eu des petits éboulements, vous avez comblé, vous avez terrassé. Là, on paye encore, et à un moment donné, il y a un coup près. Vous ne pouvez pas aller au-delà de 15% d'augmentation du marché initial. Et là, vous êtes bien embêté parce que les éboulements continuent, il faut vraiment... la route va s'écrouler, etc. Donc, on a aussi déverrouillé ce seuil en disant on peut franchir l'augmentation de 15% à condition de se faire valider ce dépassement auparavant par la commission d'appel d'offres. Oui. Oui, juste une question, c'est sur la possibilité de payer directement un sous-traitant. Est-ce que vous avez envisagé l'inverse ? Ça nous arrive d'avoir des sous-traitants qui préfèrent être payés par l'entreprise compte tenu parfois de la lenteur de paiement de l'administration. Et ils sont prêts à faire un engagement, une lettre en disant moi je préfère que mon entrepreneur me paye directement. Est-ce que vous y avez pensé ? Alors, bonne question, effectivement, d'assouplir dans ce sens-là. Alors, la sous-traitance est régie par une loi métropolitaine applicable en Calédonie depuis longtemps, depuis 1994, qui dit que au-delà d'un certain seuil, il y a un paiement direct obligatoire. Donc, dans la délibération 136, ainsi que dans la nouvelle délibération qui n'a pas changé ce seuil, au-delà de 500 000 francs, l'administration est obligée de payer directement. En deçà de 500 000, effectivement, c'est plutôt ce qui se passe. Le titulaire paye son sous-traitant lui seul. L'assouplissement qui est là, c'est qu'on peut harmoniser en disant on paye directement, même sous le seuil de 500 000. Est-ce que vous avez envisagé dans ce cas-là, si vous avez un retard de paiement, d'autoriser l'entreprise à payer, de fournir un justificatif ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire comme ça, l'administration est sûre que le sous-traitant est payé, quoi qu'il arrive. Oui, et là, c'est pas possible réglementairement. D'accord. Okay. Bonne question, mais c'est pas possible. Très bien, merci. Merci. Bon, dernière mesure pour fluidifier l'exécution des marchés, c'est que lorsque vous devez modifier le marché, ça prend le nom d'un AV, ça s'appelle un avenant. Donc c'est un contrat supplémentaire qui s'appelle un avenant, qui modifie le montant du marché. Il arrive que dans des cas d'urgence, notamment ce que j'imageais à l'instant sur un chantier de terrassement où tout va s'écrouler, on n'a pas le temps de passer un nouvel avenant, donc on peut notifier une décision de poursuivre immédiate de continuer le marché au-delà de son montant initial, en cas d'urgence. C'est ce qu'on appelle une décision de poursuivre. Donc on a rajouté ces outils d'exécution qui existent déjà en métropole et on a élargi l'harmonisation des pratiques. Donc on a fini notre tour d'horizon. Donc je récapitule un petit peu donc, dans ces phases critiques que sont la préparation de la consultation, l'appel d'offres lui-même et aussi l'exécution. L'idée, c'est de simplifier tout ce qui peut être simplifié. L'idée, c'est vraiment de dire autant tous les grains de sable, autant toutes les contrariétés classiques d'un marché, dès lors qu'on peut le faire et que ça ne contredit pas la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement et la traçabilité des procédures. Donc je salue encore une fois ce groupe de travail pendant 2 ans qui a essayé de tout faire pour cela. Et finalement, on l'a fait pour qui ? Pour l'administration et pour les opérateurs économiques. Et c'est pour ça que ce soir, donc, on vous présente ces nouvelles dispositions pour vous dire venez dans les marchés publics. S'il faut rappeler aux administrations avec lesquelles vous êtes en contact fréquemment qu'il y a des nouvelles dispositions, des nouvelles souplesses. Donc l'idée, c'est pas de garder cette dichotomie entre le public et le privé, c'est vraiment de dire on essaie de réussir un partenariat dans le terme de la commande publique beaucoup plus riche, beaucoup plus souple, parce que de toute façon, qu'on soit administratif, qu'on soit opérateur économique, on est tous des citoyens. L'idée, c'est que, en tant que citoyen, que ce soit d'un côté ou de l'autre, eh bien, on optimise la gestion de l'argent public. Question ? Depuis ces dernières années, ça a été de plus en plus compliqué de répondre aux appels d'offres, alors qu'avant c'était assez simple. Est-ce que vous pensez qu'en laissant le choix
aux entités publiques de mettre des choses plus ou moins contraignantes, ça va vraiment changer parce qu'à l'heure actuelle, plus les appels d'offres arrivent et plus ils demandent de documents. Et presque au stade de l'appel d'offres, il faut presque déjà décrire réellement comment on va faire le chantier, alors que des fois, on ne le sait pas encore. Alors, la façon dont a été rédigée cette délibération et la méthodologie, c'était bien une concertation. La Nouvelle-Calédonie est compétente, elle peut très bien toute seule dire « moi je vais au Congrès et je vote des obligations de simplification absolue dans tous les secteurs ». Mais ce n'est pas ce qui a été fait, puisqu'au Congrès, il n'y a pas que des élus de la Nouvelle-Calédonie, il y a des élus des communes, il y a des élus de beaucoup de collectivités publiques, et l'idée c'est de faire un consensus maximum. Donc il y a des cas où on a pu imposer, c'est-à-dire l'allotissement il est obligatoire maintenant. Il y a des cas où on a plutôt dit on peut. Et je peux vous assurer que dans le groupe de travail dans lequel nous étions, il y avait des collectivités qui étaient en faveur tout de suite de simplifier au maximum, donc elles vont le faire. Il y en a d'autres qui disent par exemple c'est un peu compliqué, peut-être on va mettre du temps à le faire, mais il y en a qui sont déjà prêtes à le faire. Et dans toutes les présentations qu'on fait, on encourage les collectivités à le faire, à simplifier. Finalement, c'est intelligent de le faire. Plus on est rigide, moins on a d'offres. Plus les prix montent, moins on avance, moins les opérations se font. Voilà. Oui, il y avait une question là-bas. Concernant les variantes, est-ce que vous avez prévu de les autoriser et surtout de ne pas les interdire? Alors, les variantes, elles sont citées maintenant dans le texte, parce qu'auparavant, juridiquement, elles n'existaient pas dans le texte. Donc, on a défini ce que c'est une variante et une option. Donc, une variante, c'est quelque chose qui se substitue partiellement ou totalement à la solution qui est préconisée dans le dossier. Donc, c'est possible de faire des variantes, mais on reste conforme à ce qui se passe en métropole. C'est à l'administration de décider d'autoriser ou pas les variantes, ou alors même d'imposer des variantes. Donc, c'est au cas par cas. C'est l'acheteur public qui décide. Et ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'on a aussi rédigé dans le même groupe de travail des documents types qui devraient être publiés pour la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Ce sont des documents types qui ont pour but d'harmoniser les rédactions des appels d'offres auprès de toutes les collectivités. Ce ne sont pas des documents obligatoires, mais en tout cas, il y aura une petite bibliothèque. Et dans ces documents types, on parle de toutes les options possibles, de tous les choix possibles, notamment au niveau des variantes. Donc c'est assez élaboré, donc chaque collectivité doit se poser la question, est-ce que j'autorise des variantes, je ne les autorise pas, j'en impose certaines, etc. Donc on essaie de maximiser la réflexion dans la rédaction des documents d'appel d'offres. Question? Oui. C'est concernant les marchés multititulaires. Je n'ai peut-être pas bien saisi. J'aimerais savoir, est-ce que c'est que les marchés de fourniture ou c'est tous les marchés, par exemple, marché de travaux? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'en faisant ça, vous ne donnez pas assez de visibilité au carnet de commandes de l'entreprise, ce qui le freinerait dans de l'investissement et de l'embauche? Très bonne question. Alors en général, lorsque vous devez construire un bâtiment, on ne va pas s'embêter avec plusieurs titulaires en même temps. Donc c'est vraiment réservé à des prestations, ce qu'on appelle des prestations récurrentes. Donc de la fourniture de mobilier, fourniture d'ordinateurs, maintenance, ce genre de choses. C'est lorsqu'il n'y a pas de problématique c'est lorsqu'il peut y avoir une problématique de stock ou d'approvisionnement, là c'est intéressant d'avoir des marchés multititulaires. Ensuite, les marchés multititulaires, que ce soit des marchés à bonne commande ou des marchés cadres, l'idée c'est que le besoin de l'administration n'est pas déterminé. Quand on parle par exemple de fourniture de bureaux, on ne sait pas déterminer dans l'année qui vient combien de stylos on aura besoin exactement, c'est impossible. Donc le marché dit simplement, il y a un marché à bonne commande pour commander des stylos, des gommes, etc. etc. Et quand on a besoin, le bordereau de prix est là, on commande le nombre de stylos dont on a besoin. Effectivement, il y a deux techniques lorsqu'on utilise ce genre de marché. Soit on fixe soit c'est des marchés qu'on passe sans aucune prévision, ou alors on utilise la technique du minimum et du maximum. C'est-à-dire qu'on fixe un minimum de commandes qui va intervenir dans l'année, et aussi un maximum de commandes. Et la mise en compétition se fait sur un scénario probable, je dis bien probable, de ce qu'on va commander. Parce qu'il est impossible de prévoir. Par exemple, vous faites de la maintenance automobile, vous ne savez pas forcément à l'avance combien de pannes de voitures vous allez avoir. Mais vous imaginez, avec les statistiques des 3 dernières années, on a eu à peu près 20 pannes sur nos 400 voitures.
ben, il y aura peut-être 20 réparations, et c'est ce scénario qui est privilégié en termes d'appel d'offres, et vous faites un minimum à 10 événements comme ça et un maximum à 50 événements comme ça. Donc quand vous fixez un minimum dans ce type de marché, ça veut dire que l'entreprise, elle est garantie d'avoir ce montant minimum commandé. Et bien sûr, on privilégie la fixation d'un minimum. Pourquoi? Parce qu'évidemment, si l'entreprise n'a aucune visibilité, les prix qu'elle va le faire ne vont pas être optimisés. Par contre, lorsqu'on fixe un minimum, l'entreprise peut calculer, imputer ses frais fixes, etc., et faire des prix les plus optimisés possibles. Donc en général, quand on peut le faire, on préconise toujours de faire un minimum. Le maximum aussi, on le fixe. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait un scénario à 40 pannes et puis qu'en réalité, on fasse 400 pannes non plus. Hein. Ça veut dire que l'appel d'offres a été fait sur des mauvaises bases. Donc, on fixe un minimum et un maximum. Vous avez parlé d'allotissement. On ne pourra plus répondre en entreprise générale, ou si on le fait, on devra, par exemple, s'il y a 10 lots, fournir 10 enveloppes? Alors, l'idée de l'allotissement, c'est d'avoir un accès direct à la commande publique pour les petites et moyennes entreprises. Pour être très concret, lorsque vous avez un bâtiment à construire, vous avez un lot plomberie, un lot charpente, un lot menuiserie, etc. L'idée, c'est surtout pas qu'une grosse entreprise dise « moi, je prends tous les lots et après, je vais sous-traiter ». C'est pas du tout l'idée, au contraire. Parce que si c'est ce qui se passe, ça veut dire que la grosse entreprise peut faire des prix très serrés, avoir des sous-traitants qu'elle va choisir elle-même. Du coup, tous les plombiers, les charpentiers n'ont plus accès à la commande publique. Donc l'allotissement, c'est accès direct à la commande publique. Ça veut dire que les clauses de la compétition, dans le règlement, vont indiquer, par exemple, qu'on ne pourra pas attribuer plusieurs lots à une même grande entreprise. Ou alors on pourra attribuer que des lots sur des opérateurs qui ont les capacités techniques de le faire, et non pas avec une sous-traitance dérivée. Oui ? Alors c'est bien le franchissement de paradigme du coup, c'est que les groupements complets ne sont plus autorisés. Quand il y a plusieurs lots, on ne peut pas faire un groupement qui répond à tous les lots. Puisque par définition, quand j'arrive avec tous mes copains dans mon groupement qui répondent à tous les lots, eh ben, les entreprises qui pourraient avoir accès directement à un seul lot ne peuvent plus avoir accès. Oui. Est-ce que vous avez pensé à fixer des critères sur cette obligation d'allotissement? Je prends le cas des opérations un peu complexes qui sont déjà exécutées en Calédonie, avec des lots séparés, avec une coordination qui a très fortement dérapé. Personne n'était responsable de personne. L'opération a coûté, on va dire, X fois le prix de base. C'est un peu dangereux sur certaines opérations très complexes, avec des montants assez élevés. Donc c'est une très bonne disposition, effectivement, pour ouvrir à tout le monde et laisser la possibilité à tout le monde. Par contre, il y a peut-être des opérations techniquement qu'il faudra éviter de faire ce type d'allotissement. C'est un avis. Je souscris mot pour mot à tout ce que vous dites. C'est une mesure qui est tout à fait louable. Elle comporte des risques en termes de coordination technique pour certains chantiers complexes, effectivement. Ça veut donc dire qu'il faut anticiper et compenser par une excellence de la préparation de l'appel d'offres par un pilote de chantier très expérimenté, très compétent, qui fait des plannings bien faits, etc., etc. Et un maître d'œuvre, effectivement, qui pilote d'une main de fer l'exécution de tous ces lots différents, effectivement. Je l'ai vécu moi-même sur un chantier, donc je sais très bien de quoi vous parlez. Vous pouvez répéter dans le micro, s'il vous plaît. Ça limite aussi la possibilité pour les entreprises de proposer des variantes sur l'ensemble de l'opération et donc de proposer des offres plus économiques. Donc ça ne va pas dans le sens de l'économie, en tout cas, l'allotissement. Alors il est vrai qu'on peut imaginer que sur un ensemble d'une opération complexe, certaines entreprises expérimentées aient des solutions techniques plus intéressantes. Effectivement, du coup, on ne peut pas présenter de variante globale, tout à fait. C'est le parti qui a été pris de privilégier. Ça veut dire qu'en amont, ça veut dire que les architectes, les bureaux d'études, ils doivent faire une sorte de sourcing de ce qui peut se pratiquer aussi.
en termes de solutions techniques. Ça, c'est un sujet où je suis un peu sensible, hein, c'est que les bureaux d'études, les architectes ont besoin aussi de considérer qu'il y a plusieurs solutions techniques possibles. Et ça se fait bien en amont de l'appel d'offres. Ce qui fait qu'on peut imaginer des variantes imposées dans le corps même de l'appel d'offres. L'idéal, c'est bien ça. L'idéal, c'est que les maîtres d'œuvre, c'est-à-dire les concepteurs de projets de construction, par exemple, aient une vue une vue assez claire et étendue des solutions techniques disponibles sur le territoire, et pour éviter justement de fermer l'accès à des entreprises qui seraient innovantes, de prévoir des variantes qui sont déjà fixées dans le cahier des charges. C'est ça la solution. La réponse avec les BIM. BIM, c'est matérialisation en 3D des bâtiments qui va venir dans les années là, en Nouvelle-Calédonie, qui va permettre certainement de répondre à la problématique environnementale. Oui, peut-être les BIM pourront permettre de répondre à ça, effectivement. Ça dépend du niveau de définition qu'on exige au niveau de l'appel d'offres. Ça dépend de ça, effectivement. Vous avez une autre question ? Oui, vous parlez d'insertion professionnelle, de facilité d'accès pour les PME et PMI locales. Est-ce qu'on ne pourrait pas plancher sur un projet parce que quand on a des grands groupes internationaux qui se présentent en face d'entreprises locales, qui bénéficient forcément de références et de connaissances internes, pas localisées en Calédonie, mais dans d'autres pays du monde, est-ce que les entreprises locales ne pourraient pas avoir peut-être des points, des choses comme ça ? Alors, comme je disais en préambule, hein, la règle des marchés publics, elle est dérivée de la Constitution, c'est l'égalité de traitement. C'est-à-dire que normalement, on ne peut pas faire de préférence locale, sauf si on est à équivalence d'offres, évidemment. Et donc, c'est que dans ce cadre-là, dans le texte nouveau, il y a une préférence pour les entreprises immatriculées au RIDET, par exemple, en cas d'équivalence d'offres. Mais vous concevez bien que cette préférence, elle peut être tout de suite contournée. Hein. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle s'inscrit au RIDET local et puis vous n'avez plus ce type de préférence qui s'applique. Mais ça existe dans le texte. À équivalence d'offres, vous pouvez avoir une préférence pour les artisans inscrits à la Chambre des métiers, dans une limite qui est fixée, et ça existe déjà depuis longtemps, mais c'est toujours en termes d'équivalence. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, pour simplifier d'ailleurs, c'est que lorsqu'on parle d'équivalence d'offres, la réglementation va imposer que le critère d'équivalence soit défini dans le règlement. En d'autres termes, pour dire que deux offres sont équivalentes, ce n'est pas parce qu'il y a 0,2 points d'écart qu'on peut dire que c'est équivalent. Il faudra que le règlement dise les offres sont réputées équivalentes si elles sont distantes de moins de 0,5 points, par exemple. Et s'il n'y a pas ce critère d'équivalence, on ne peut pas utiliser l'équivalence. Sauf si, évidemment, les notes sont exactement identiques. Mais l'équivalence, il faut la cadrer aussi. Et c'est que dans ce cas d'équivalence qu'on peut avoir une préférence pour les entreprises immatriculées au RIDET Nouvelle-Calédonie. À part ça, juridiquement, il est impossible de favoriser un opérateur économique par rapport à un autre. Une réponse à votre problématique, c'est que les entreprises collaborent entre elles. Parce qu'un grand groupe, effectivement, il a des moyens, mais quand les entreprises se groupent localement, il y a des exemples réussis où des entreprises groupées localement ont réussi à emporter les marchés parce qu'elles se sont bien préparées, elles se sont concertées. Il y a une bonne analyse technique et elles ont remporté le marché. Je parle de certains cas sur le Medipôle ou sur d'autres chantiers. Peut-être pas le Medipôle, mais sur un autre chantier, c'est ce qui s'est passé. Quelles autres questions vous avez éventuellement ? Est-ce qu'au niveau de l'analyse des offres, parce qu'actuellement on a la note du meilleur, on a notre note, mais on ne sait pas comment s'améliorer en fait. Alors la réglementation n'est pas très explicite dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que à chaque fois qu'on peut le faire, on indique et on exhorte, on encourage les administrations
à communiquer aux entreprises pourquoi elles n'ont pas été retenues. J'en ai pas parlé dans cet exposé, mais le gouvernement a publié ce qu'on appelle le guide des marchés publics. Donc, il est disponible sur marchéspublics.nc depuis le 8 novembre. Donc, c'est un guide qui permet de retracer depuis le début de la vie d'un marché la définition des besoins, l'objet unique, les 20 millions, la rédaction d'un dossier de consultation, comment on le fait, le sourcing, tout de A à Z. Il y a dans ce guide des marchés publics qui fait à peu près 120 pages. Donc, il y a vraiment absolument tout le savoir nécessaire détaillé de comment on fait un marché public de A à Z. Il y a aussi quelques synthèses destinées aux entreprises. Vous avez une checklist de comment analyser un dossier d'appel d'offres. Et d'ailleurs, demain, comme l'a dit la présidente de la CCI, demain, il y a un stage, un atelier qui commence à 11h30 jusqu'à 14h, où là, on se focalise pour vous donner pour vous équiper en termes de décryptage d'un appel d'offres, de décryptage aussi des communications de l'administration, c'est-à-dire quand on vous écrit, quand vous lisez, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous pouvez tirer des informations, de ces informations? Et aussi, on vous donne des repères pour la bonne exécution des marchés publics. Donc, on a quand même des documents qui permettent de bien comprendre comment marche un marché public. Donc, le guide, demain, il y a un atelier qui dure 2h30 que j'animerai. Vous pouvez vous inscrire encore. Et à chaque fois qu'on peut le faire, on dit à toutes les administrations, écrivez aux entreprises qui n'ont pas été retenues. Dites-leur pourquoi elles n'ont pas été retenues. Et le conseil, c'est carrément d'indiquer, de donner un extrait du tableau d'analyse des offres, tableau final de notation, disant il faut mettre la notation sur tous les critères et sous-critères de l'entreprise qui n'a pas été retenue, ainsi que le prix, et la notation des critères et des sous-critères et le montant de l'entreprise qui a été retenue, les deux informations. On incite les administrations à le faire, parce que d'un point de vue juridique, c'est important que l'entreprise sache pourquoi elle n'a pas été retenue. Et lorsqu'une entreprise n'a pas été retenue, si elle est persuadée d'avoir fait une bonne offre, ce qu'elle va faire, elle va demander des informations. Si ça ne se passe pas bien, elle va demander à un avocat d'intervenir. En réalité, si tout est bien fait, l'information, on doit la partager. L'entreprise qui reçoit une lettre qui lui dit « vous êtes classé 4e », qui voit bien que son montant est beaucoup supérieur à celui qui a été retenu, elle sait tout de suite où le bas a blessé. Donc elle ne va pas perdre son temps à aller chercher un avocat, etc., etc. Et ensuite, elle aura une information sur là où elle va améliorer sa compétitivité pour le prochain appel d'offres du même type. Donc, ce n'est pas réglementaire, mais bien sûr, on incite les administrations à le faire. C'est de la bonne intelligence de le faire. Les entreprises ont aussi la possibilité de demander et d'obtenir le rapport d'analyse. Donc, certaines ne s'empêchent pas de le faire et on est de façon légalement obligé de le faire. Tout à fait. Alors, tous les recours se font au cas par cas. Donc, ce qu'on va expliquer, par exemple, demain, c'est que vous avez bien sûr une information de l'acheteur public. Si vous n'avez pas assez d'informations, vous pouvez demander, vous avez le droit, effectivement, d'avoir communication des PV de commission ou des rapports d'analyse, sous réserve que le marché ait déjà été attribué. Et ensuite, si vous voyez qu'il y a un problème, bien, effectivement, vous pouvez faire un recours, vous pouvez faire des référés, c'est-à-dire des recours d'urgence pour stopper la procédure, parce qu'il y a un manquement évident aux règles des marchés publics. Et de toute façon, même si le marché a été attribué, une fois que vous avez reçu les rapports d'analyse, vous pouvez très bien, 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, entamer un recours juridique de plein contentieux pour annuler le marché et obtenir des indemnisations. Donc ça, c'est dans le guide des marchés publics. Vous avez tout le sommaire des procédures à suivre, de manière basique. Demain, on en parlera aussi. Donc c'est important que les entreprises... Alors là, je vais le dire de manière tout à fait neutre. Je ne prends pas parti pour l'administration, mais je dis simplement, c'est important que les entreprises sachent quels sont leurs droits pour les exercer, pour que les administrations deviennent de plus en plus vertueuses. C'est important aussi. Les administrations, c'est comme les entreprises. Vous avez des êtres humains avec des choses à faire qui sont plus ou moins bien faites. Et tous ces mécanismes sont là pour réguler et pour permettre d'améliorer tous les points de la procédure. Et vous
Pas vraiment à notre niveau. En tout cas, le service dont je fais partie du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Il y a beaucoup moins de recours. J'espère que c'est grâce à notre action, puisque nous regardons tous les appels d'offres qui sortent au maximum. Mais en général, non, ça n'a pas vu de recrudescence particulière. Et notre but, justement, c'est que les règles du jeu soient bien claires, que les documents soient harmonisés, que tout le monde ait l'habitude des marchés publics, que tout le monde optimise ses offres, que les communications se fassent le mieux possible, que les entreprises sachent pourquoi elles n'ont pas été retenues, et que tout ça s'enclenche dans un cercle vertueux où il n'y a pas besoin de faire des recours, en fait. C'est bien ça l'idée. Les recours, c'est lorsque on n'a pas fait tout à fait ce qu'il fallait et qu'on refuse de l'admettre et qu'on continue quand même. C'est ça, c'est seulement dans ce cas-là qu'on fait un recours. Mais quand tout est déjà fait comme il faut au départ, pas besoin d'en faire. En tout cas, c'est la logique qui nous gouverne dans tout ce qu'on fait en termes d'optimisation des marchés publics. Écoutez la dame d'abord. Oui, bonsoir. Moi, je voulais juste poser une question concernant l'ouverture des offres, du fait qu'il n'y ait plus qu'une enveloppe maintenant. Oui. Comment ça va se passer, en fait? Il va y avoir d'abord la première enveloppe, entre guillemets, qui sera, pareil, qui sera étudiée. Et si c'est OK, on va regarder le reste tout de suite dans le même temps? Ou comment ça va se passer, en fait? Alors, pour rentrer dans le détail, là, on rentre dans le détail. Aujourd'hui, comment ça se passe? Vous avez en général une commission d'appel d'offres qui est constituée d'élus. Donc les élus, ils ont leurs rendez-vous, leurs agendas. Donc pour éviter de les mobiliser sur les procédures de dépouillement, donc on a ce qu'on appelle une commission technique de dépouillement. Un appel d'offres bâtiment avec 80 offres, c'est 8 heures de travail. Hein. Donc c'est une commission constituée du président de la commission avec plusieurs administratifs, avec un PV, etc. On ouvre les enveloppes, on regarde tous les documents, on liste si c'est complet, etc. Si les capacités du candidat ont l'air d'être tout à fait viables par rapport à l'objet de l'appel d'offres, on ouvre la deuxième enveloppe. Et là, on regarde son offre, et là, on note le prix. Et une fois qu'on a fait ça, on analyse les offres, et on revient avec un rapport qui dit quelle est la meilleure offre devant la commission d'appel d'offres qui va effectivement valider l'analyse et qui va classer les offres et attribuer le marché. Dans la nouvelle réglementation, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va simplifier tout ça. Parce qu'il arrive que lorsqu'on ouvre la première enveloppe, on a un doute sur la capacité des candidats. Or, nous sommes en commission technique de dépouillement avec des administratifs. On n'a pas de pouvoir de décision. Donc, du coup, on va dire, sur tel et tel candidat, les capacités ne sont peut-être pas au rendez-vous. On va demander à l'architecte, au maître d'œuvre d'aller plus loin. Mais là, on ne peut pas ouvrir la deuxième enveloppe. Et on en refait à la commission d'appel d'offres. Donc, on attend la commission d'appel d'offres. Une fois que la commission d'appel d'offres se réunit, on expose tous les éléments et la commission décide d'ouvrir ou pas. Parce que dans la réglementation, l'administration apprécie souverainement les capacités. C'est la commission qui a le droit d'apprécier souverainement les capacités. Admettons qu'on ouvre cette deuxième enveloppe. Une fois qu'on ouvre, donc c'est là seulement qu'on analyse. C'est-à-dire que toutes les autres qui ont déjà été ouvertes, elles sont ouvertes, mais on attend celle-là pour analyser l'ensemble. Une fois qu'on a analysé l'ensemble, on revient. Et là, on s'aperçoit par exemple que finalement, l'offre, elle est anormalement basse. Et il y a des critères pour ça. Par rapport aux autres offres, elle est vraiment très basse. Donc la réglementation dit que c'est la commission qui doit autoriser à interroger. Donc on revient dans une commission pour demander l'autorisation. Et une fois qu'on arrive là, on s'aperçoit après analyse qu'il y a un prix qui est un petit peu foireux et on demande l'avis de la commission. J'ai déjà fait des affaires où on fait 5 commissions à la suite. 2 semaines, 3 semaines, on perd 2-3 mois juste pour ça. Dans la nouvelle réglementation, l'idée c'est quoi? C'est qu'on a une seule enveloppe, on ouvre tout, puisque une fois qu'on a ouvert l'enveloppe, il y a tout qui est là, hein, et on liste tout, et tout de suite on voit si il y a un problème, par exemple, d'offre anormalement basse, s'il y a un problème de documents qui manquent. Et la commission technique peut être déléguée par le président de la CAO pour autoriser les services à interroger les entreprises pour remettre les documents qui manquent, etc. Donc, du coup, vous avez une commission technique qui ouvre tout, qui vérifie tout, la complétude, etc. Et une fois que c'est bon, eh bien, on passe à l'analyse des offres. Et vous avez une deuxième commission où vous avez été interroger les entreprises sur les offres anormalement basses, sur les défauts, sur les régularisations, les signatures qui manquaient.
Donc vous n'avez que 2 commissions. C'est ça l'objectif. Donc l'enveloppe unique, c'est ça. C'est on ouvre tout, on regarde tout en même temps et on fait ce qu'il faut pour enquêter, analyser, régulariser. Et une fois qu'on a fait tout ce processus, on revient dans la commission et la commission, elle écoute les investigations, l'analyse et elle décide. Voilà l'idée. Question. Oui, moi je voulais vous parler des appels d'offres de nettoyage. Oui. On a souvent des délais ultra courts pour répondre et proposer nos offres entre la visite des bâtiments, les questions que l'on doit poser et la remise des offres. Parfois, on n'a même pas le temps de poser les questions, qu'on est déjà hors délai et on doit quand même remettre nos offres. Donc, je veux savoir si dans la nouvelle loi, ces délais vont être allongés pour permettre aux entreprises de mieux répondre. Alors, ce qu'il y a dans la réglementation actuelle, c'est délai minimum de 20 jours. Point. On sait très bien que dans la jurisprudence, lorsque vous mettez un délai trop court pour les opérateurs économiques pour former leurs offres, un juge peut annuler un appel d'offres pour ça. Donc, dans la nouvelle réglementation, on a simplement indiqué que le délai de 20 jours minimum et doit tenir compte du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour former leur offre. Au départ, on a eu des demandes de faire un délai minimum de 40 jours, par exemple, mais on ne peut pas imposer 40 jours pour tous les appels d'offres. Il y a des appels d'offres où 20 jours, ça suffit amplement. Donc, on serait pénalisé systématiquement. Mais l'idée, c'est que le principe, il est inscrit maintenant dans la réglementation. Le délai doit tenir compte du délai nécessaire pour former les offres. Voilà. Ça veut dire qu'effectivement, alors, le conseil que je donne quand même, c'est que si vous êtes devant un appel d'offres où le délai est vraiment trop court, rien ne vous empêche avec ceux que vous connaissez qui sont susceptibles de répondre à l'appel d'offres, de vous concerter en disant on demande une prolongation de 2 semaines. Parce qu'un maître d'ouvrage, un acheteur public qui voit 4 lettres arriver en disant il leur faut 2 semaines, il sait qu'il va perdre des concurrents. Donc ça va l'inciter à prolonger le délai. Je dis ça parce que je l'ai vécu. Bonsoir. Les entreprises peuvent se mobiliser là-dessus. Bonsoir. Bonsoir. Donc l'idée, c'est quand même de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité quand on répond à un appel d'offres. Est-ce que dans la nouvelle réglementation, vous allez vérifier que certaines sociétés ne bénéficient pas d'aide publique ou d'allègement en termes de charges sociales par rapport à d'autres entreprises qui, elles, sont plein pot et donc forcément ne pourraient pas répondre au même tarif, quoi? Alors la réglementation ne parle pas vraiment de ça, dans le sens où ce n'est pas son champ de compétence. La réglementation des marchés publics, ça vise à encadrer les règles de passation et d'exécution des marchés, pas encadrer ce qui se passe dans l'intimité des moteurs économiques de chaque opérateur économique. Donc on peut pas rentrer dedans. Un exemple, c'est ceux qui sont franchisés TGC. Évidemment, ils n'ont pas le même régime fiscal que les autres, mais pourtant, lorsqu'on reçoit les offres, on doit considérer leurs offres comme les autres. L'égalité, c'est comme excusez-moi, c'est trivial, mais c'est comme au basket. Tout le monde est à égalité au basket, mais il y en a quand même qui sont plus grands et d'autres plus petits. Mais il y en a qui sont forts pour se matcher, d'autres qui sont forts pour le 3 points, pour le tir à distance. C'est comme ça. Ouais, mais quand on bénéficie d'allègements de charges sociales assez importantes, forcément, on ne peut pas être compétitif en face. Ouais, mais je pense que la réglementation des marchés ne peut pas répondre à ça. Oui, après, la jurisprudence dit bien sûr que on doit garantir effectivement que les prix des opérateurs économiques sont bien faits en fonction de la réalité économique de leur système de prix, quoi. Ça, c'est sûr. Je dis ça parce que vous pouvez avoir, notamment en métropole, vous pouvez avoir des appels d'offres publics où des opérateurs, non pas privés, mais publics, répondent aussi. Donc là, il y a une exigence que ces opérateurs publics, qui sont financés bien sûr par des fonds publics, aient une comptabilité analytique qui prouve que le prix qu'ils fournissent dans l'appel d'offres concerne bien les prestations qui sont offertes et ne comprennent pas justement une part de subvention ou de financement public. Donc il y a bien cette règle-là, mais ça va un peu plus loin que ça.
J'ai une question sur, entre la notification et l'ordre de service de démarrage. Oui. Le grand jeu, c'est généralement on reçoit notification du marché, ordre de démarrage. Le 15 décembre, on s'est compris. Il y avait une époque où en toute intelligence, on recevait notification du marché, on se voyait entre grands garçons et on se disait, bon écoute, ok, qu'est-ce que tu sais faire? Non, moi je peux pas trop attendre et ainsi de suite. Ok, on va te donner un ordre de démarrage dans un mois ou ainsi de suite. Est-ce que vous avez pensé à travailler là-dessus ou est-ce qu'on va continuer à avoir notification et OS de démarrage et se débrouiller à s'organiser ou manquer de moyens pour faire face à des préparations par exemple? Oui, je comprends bien votre problème puisque dans un poste précédent, on était sur des chantiers qui devaient absolument se faire à la fin, enfin au début des vacances scolaires, etc. Évidemment, les planifications faisaient que le marché était notifié immédiatement, juste le même jour, etc., etc. Je comprends bien. Bon, ça, c'est inhérent à tout ce qui est planification, échéance dans le temps avec des dates butoirs. Il y a toujours des urgences, il y a toujours des points comme ça. Le mieux, c'est d'anticiper au maximum. Et la réglementation ne peut pas imposer de solutionner tous les problèmes. Donc, c'est encore un champ libre, ça. Donc, vous avez une notification. Je vais vous dire tout simplement la chose suivante. Quand vous vous engagez sur un appel d'offres, il faut lire toutes les conditions qui vont s'appliquer. Il faut s'informer au maximum. Il faut se tenir prêt et anticiper par rapport aux conditions qui sont déjà exprimées dans le marché. Effectivement, ça veut dire que peut-être il faut en tenir compte dans les prix. Effectivement, il se peut que les concurrents, eux, n'en tiendront pas compte. Mais c'est la règle du jeu qui est tout à fait libre dans la règle des marchés publics. On est obligé de... On peut pas réglementer ça. En fait, je dis ça parce que quand une préparation est bien faite, la qualité du produit qui est fourni au maître d'ouvrage public, il en est de meilleure qualité. Donc l'achat est meilleur. Bien sûr. Donc les deniers publics sont mieux utilisés. Bien sûr. Bien sûr. Question ? Vous parlez de possibilité de poursuivre au-delà du montant du marché signé sur urgence. Qui valide? Parce que d'habitude, on attend l'avenant forcément, parce que l'avenant valide un prix. Là, c'est quoi? On reçoit un ordre de service pour exécuter un travail sans en connaître le montant? Alors, c'est une décision de poursuivre. Techniquement, c'est comme un ordre de service qui est signé par l'administration et qui dit je vous demande de poursuivre l'exécution du marché au-delà du montant du marché. Et cet ordre doit préciser jusqu'à quel montant, quelle prestation. Et les prestations en cause doivent être déjà existantes dans le marché. Donc il ne s'agit pas de faire des nouvelles choses, mais de dire on a une urgence et on décide de poursuivre. Et avec cet ordre de service qui vaut décision de poursuivre, on est payé d'ailleurs. Avant même que l'avenant soit fait, on peut être payé dessus. Donc c'est vraiment un instrument très exceptionnel qui est disponible maintenant, qu'on n'utilisera pas tout le temps. Hein. C'est pas la généralité. Oui ? Alors, lorsque vous êtes en marché à bon de commande ou à un marché cadre, la durée maximum, c'est 4 ans, sauf circonstances exceptionnelles de par la nature et l'objet du marché, ou lorsque les durées d'amortissement, d'investissement de matériel sont supérieures à 4 ans. Donc ça, c'est vraiment dans ces marchés à bon de commande, des marchés, ce qu'on appelle des marchés récurrents, prestations récurrentes, qui sont toujours là. Par contre, lorsque vous faites, mettons que vous faites une nouvelle prison, si le délai c'est 8 ans, ce sera un délai de 8 ans. Des durées de ? D'accord. Alors là, vous faites appel à ce qu'on appelle la notion de reconduction d'un marché.
Donc la reconduction des marchés peut être prévue dès le début dans un appel d'offres, mais dans ce cas-là, on doit compter l'ensemble des durées sur lesquelles peut être reconduit le marché. Donc si on dit on peut reconduire le marché au bout de 2 ans, pour une durée de 2 ans, il faut compter 4 ans. Donc si vous avez un marché sur 4 ans, vous ne pouvez pas reconduire le même marché au-delà de ces 4 ans. D'ailleurs, la technique habituelle, c'est qu'on passe le marché pour 1 an, reconductible une 2e année, reconductible une 3e année, reconductible une 4e année. C'est plutôt comme ça que ça se passe. L'idée, c'est quoi? C'est que l'administration peut très bien dire au bout de la 2e année, tiens, il y a des nouveaux tarifs, des nouvelles méthodes, etc. On va arrêter le marché en cours et on va reconsulter tout le monde pour bénéficier des dernières avancées de fourniture. Mais on peut très bien avoir des marchés qui sont tout de suite à 4 ans. Ça, c'est possible. Par exemple, un marché de fourniture de gros camions pour je ne sais quel objet peut très bien dire un camion, ça s'achète sur 6 ans. Donc le marché, il va durer 6 ans d'office. On peut très bien le faire. Bon, j'espère que j'ai répondu à encore des questions. Très bien. J'espère que ce sera la dernière. Je voulais d'abord vous remercier pour la lisibilité de toutes vos présentations, celle-ci parmi tant d'autres, et réinsister sur un point sur lequel on avait déjà échangé, effectivement, et la qualité de ce type d'échange me fait redire ce on a déjà échangé, c'est la nécessité de promouvoir et de former, plus que promouvoir, de former l'ensemble de vos collègues dans l'ensemble des collectivités pour rebondir à une partie des échanges, à non pas juste savoir que c'est possible, mais à le rendre non seulement intéressant pour eux, du coup, à le rendre obligatoire sans que ce soit dans la réglementation en tant que telle aujourd'hui, parce que je crois que c'est véritablement une opportunité, mais que ça reste relativement complexe. Et du coup, la formation de l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire ceux qui émettent les appels d'offres, autant que ceux qui sont présents ce soir autour de la table pour comprendre comment répondre, est nécessaire. Et c'est plus qu'une information, c'est vraiment une formation, parce que ça reste un travail très compliqué que de rédiger les appels d'offres en intégrant toutes les options et toutes les possibilités que la réglementation nous proposera désormais à partir du 1er janvier. Donc c'est vrai que, encore une fois, je pense qu'il faut faire ce travail et d'information, mais aussi ce travail de formation de l'ensemble de vos collaborateurs au sein de la fonction publique, et je crois que c'est très important. Mais en tous les cas, un grand merci pour ce que vous faites sur les informations qui sont très claires, me semble-t-il, et qui permettent beaucoup d'échanges. Merci. Effectivement, c'est notre mission de contribuer à ce que toutes les administrations puissent avoir des outils, puissent avoir des façons de penser lorsqu'elles font des appels d'offres qui font que les appels d'offres sont réussis. C'est ça notre mission. Donc on a un groupe de travail sur lequel on s'appuie beaucoup, avec des experts dans toutes les collectivités qui propagent le même message. Par manque de temps, on n'a pas commencé, mais on doit monter un cycle de formation des personnels administratifs avec l'Institut de formation de l'administration publique, l'IFAP, où tous les ans, on aura des sessions de formation récurrentes des agents publics chargés de rédiger les marchés. Donc on a effectivement, par exemple pour ce soir, on a cette filière avec la CCI qui nous aide à partager l'information auprès des opérateurs économiques, mais on a aussi notre logique, notre filière de formation des agents publics qui est en train de se mettre en place. Effectivement, c'est la clé. Les entreprises, vous êtes un petit peu à la merci des rédacteurs de marché, mais notre but, c'est bien de leur donner tous les outils, de leur faire comprendre que l'intelligence, c'est d'utiliser ces outils pour que les appels d'offres soient réussis. Et je vous remercie aussi de votre application par rapport à ça. Eh bien, si nous n'avons plus d'autres questions, je vous remercie encore de votre participation à cette soirée. Et je vous souhaite des bons appels d'offres, des bons marchés publics.
en espérant que l'administration va prendre à bras le corps toutes ces possibilités. Et puis, on se verra peut-être. Merci et bonne soirée à tout le monde.